déjà, mais voilà, de tout cœur avec toutes les personnes qui ont fait ce magnifique travail d'organisation, parce qu'organiser un événement comme ça, c'est une situation de travail dans laquelle on développe beaucoup de compétences, et donc il faut la prendre très au sérieux, et vous l'avez parfaitement réussi pour cette première journée. Donc mon propos, en fait, c'est de partager avec vous mon expérience, et puis, compte tenu du fait qu'on avait des personnes qui viennent de plusieurs continents, qui se situent dans des tranches d'âge différentes, qui travaillent sur des sujets qui sont extrêmement variés. Donc le projet qu'on avait avec Alain, c'était que je vous fasse passer les messages que je fais passer depuis 20 ans aux doctorants de mon université, mais aussi aux doctorants des universités de sciences humaines et sociales que j'ai pu rencontrer dans un certain nombre de projets européens ou dans des projets avec le Maghreb. C'est pour ça que j'étais très intéressée par ce que racontait Jeanne ce matin, parce que j'ai été confrontée à ces aspects interculturels dans ces projets Tempus. Alors, donc ma proposition, c'était pour ceux qui, parmi vous, auraient des doutes sur l'avenir positif des docteurs en France et ailleurs, voilà, mon propos, c'est vraiment de lutter contre la sinistrose aiguë, moi j'appelle comme ça, hein, c'est vraiment une maladie, spécifiquement en France, où le doctorat n'est pas suffisamment valorisé. Et donc notre action, c'est 20 années de bataille pour valoriser le doctorat en accompagnant les doctorants sur le fait de penser leur projet professionnel. Et je vais revenir sur la définition du projet professionnel. À côté de nous, bien sûr, il y a les associations de jeunes chercheurs, la CJC, l'ANDES, toutes ces structures un peu plus politiques entre guillemets, même s'ils se disent absolument apolitiques, qui vont aller porter les messages au niveau du gouvernement, qui préparent des lois, qui les soumettent au ministère et qui obtiennent par exemple la revalorisation des salaires. Donc c'est pas une position, c'est une position importante. Donc on travaille en synergie. Les universités proposent des choses et les associations de jeunes chercheurs proposent d'autres choses. On travaille ensemble. Voilà. Donc l'idée là, c'est que, le message fort qu'on transmet nous à l'UPMC, avec une consultante avec qui je travaille depuis 20 ans, c'est que pour nous, le projet professionnel, c'est pas le poste après la thèse, c'est la façon dont vous allez ambitionner votre vie professionnelle tout du long. Et donc le projet professionnel, c'est sur le long terme et on va construire au fur et à mesure cette posture de professionnel que vous voulez avoir. Et donc pour introduire le propos, je me repose sur une citation de Jean-Pierre Boutinet, et on peut en extraire plusieurs des livres de Jean-Pierre qui sont absolument passionnants. J'aime beaucoup celle-là parce que parfois on entend dire au docteur « mais t'as fait une thèse pour ça ?» Voilà. Et en fait, bah oui, on a fait une thèse pour ça. Et comment? Parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher dans la thèse, on sait ce que cette formation par la recherche nous aura apporté. Et donc, oui, on a fait une thèse pour pouvoir, comme il le dit très bien, greffer l'inédit, le futur, des choses à faire sur cet itinéraire déjà constitué. Donc là, je pense à la dernière intervenante avec toute son expérience, son recul, hein, et qu'est-ce que la thèse peut vous apporter, enfin la façon de traiter votre sujet, distancié, comment ça fait évoluer les pratiques. Et je vous partagerai tout à l'heure des témoignages de personnes de votre discipline qu'on a contactées avec Alain et qui m'ont confié à travers des entretiens leur point de vue sur le sujet. Donc une partie de la population des docteurs se dit ben voilà, j'ai fait une thèse, c'est pour rentrer dans l'enseignement supérieur et faire de la recherche. Et donc ils pensent qu'ils sont sur des rails, ils pensent, je dis bien, ils s'y mettent parfois tout seuls et ils oublient que on peut aussi grimper sur l'échelle et prendre un peu de distance et voir ce qui se fait ailleurs, tout en restant passionné par la recherche et par éventuellement par son propre sujet, si on veut le poursuivre, ou par d'autres sujets, si on veut évoluer. Donc la vision que je voulais vous proposer, c'était qu'un projet professionnel personnalisé au sens où je vous l'ai défini, c'est-à-dire une vision sur le long terme de sa vie professionnelle, donc quel professionnel on veut être, et pour contribuer à quoi, c'est d'abord et avant tout une question, alors une question de regard, on va développer, une question d'anticipation, une question de connaissance, de compétence et de posture. Alors vous voyez que j'ai mis la boussole au sud. Hein. Voilà. Donc une question de regard, alors j'étais la semaine dernière à Roscoff avec les doctorants du muséum, donc qui travaillent sur la biodiversité, l'écologie, etc. Et comme on était à Roscoff, on était près de la mer, j'ai pris la vague comme symbolique, en disant, ben voilà, on est dans un monde en continuel changement, cette vague qui nous arrive, qui déferle, un nageur peu chevronné peut la prendre comme un danger imminent.
un surfeur averti va la prendre comme une formidable opportunité. Donc la question, c'est de savoir comment on regarde le monde et comment on regarde toutes les évolutions. Donc là, on n'a pas le temps, hein, mais l'idée, c'était de dire, ben voilà, par rapport à votre discipline, quelles sont toutes les évolutions importantes du monde que vous adressez à travers la discipline, à quel niveau de ces évolutions vous avez envie d'intervenir et comment la formation par la recherche que vous avez obtenue va vous aider à apporter une contribution spécifique à la fois sur les évolutions du monde, mais aussi sur les évolutions du travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans la journée, on a entendu beaucoup de choses à travers les différentes interventions, hein, sur l'évolution du monde du travail, en particulier, bien sûr, sur les nouveaux modes d'organisation, de gestion, de management qui peuvent être introduits via le numérique, y compris les nouveaux modes de gestion de l'information à l'intérieur des entreprises. Voilà. Et puis, l'idée, c'est pas de vous dire le projet professionnel, ça se pense en sortant de la recherche, ça se pense aussi dans l'académique, sauf que l'académique, il est en train de changer, on l'a entendu aussi aujourd'hui, et que malheureusement, un certain nombre de collègues, et de docteurs et doctorants d'ailleurs, hein, pensent l'académique, alors quand c'est des très jeunes doctorants, moi ça m'inquiète, parce qu'ils pensent l'académique avec nos schémas des personnes de 50 ans. Or, ils vont construire l'université de demain dans un monde qui n'a plus rien à voir. Donc, nos schémas, ils ont eu une valeur à notre époque, mais eux, ils doivent construire l'université de demain. Donc, il faut savoir comment ça évolue. Elle sera forcément très impactée par le numérique, elle est forcément partenariale, elle est forcément collaborative. Il y a des efforts incroyables à faire sur le plan de l'éducation, bien sûr, et en particulier dans tout un tas de pays où il faut réussir à doper l'éducation et à aller trouver les financements qui vont bien avec. Et donc ça, les docteurs, ils savent aller chercher les financements, donc on est préparé. Alors voilà, j'avais envie de vous adresser ces questions à vous. Quelle est votre vision du futur, hein, on n'aura pas le temps de discuter là dans le temps, mais et comment vous comptez-vous, en tant que personne, en tant que sujet, en tant qu'acteur, selon les dénominations, contribuer à ce monde. Donc quand on travaille comme ça, on a des doctorants qui sortent à la fin de la thèse, qui n'ont pas de délai pour trouver du travail. Parce qu'ils ont investi la question et quand ils sortent du doctorat, ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent faire, avec qui, comment, pourquoi. Et du coup, dans les entretiens de recrutement, ce qui se passe n'a rien à voir. C'est une vraie rencontre entre un professionnel du recrutement et un professionnel de la recherche, du savoir, de la connaissance, de l'éducation. Donc, parmi les contributions, alors là, vous ne voyez pas, c'est une plaque d'un artiste à Londres qui dit « Everybody needs a place to think ». Donc c'est bien d'avoir une place pour penser, donc il faut de temps en temps sortir aussi du laboratoire ou de l'équipe pour rencontrer d'autres doctorants et se dire, bah, tiens voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça demande du temps, donc la notion du temps, elle va avec la question de l'anticipation. Donc qu'est-ce qu'on fait pour anticiper l'après-thèse ou l'après-doctorat? Alors si on est déjà en poste, bah, comment le doctorat va permettre d'évoluer? Et si on est un doctorant en formation initiale, comment on anticipe la suite? Sachant qu'un parcours professionnel, en fait, relève de 3 types d'acteurs. Donc il y a la personne qui est en charge de son propre parcours, qui va être aidée de part et d'autre par, d'une part, l'employeur. Donc quand vous êtes doctorant financé, l'employeur c'est l'université. Donc qu'est-ce que fait l'université pour vous? Et qui est aussi de la responsabilité des décideurs qui vont décider si ils ajoutent des postes ou s'ils en enlèvent, et donc le parcours professionnel d'une personne va être impacté par ces 3 aspects. Donc je vous ai remis une slide en anglais, alors je l'ai fait exprès, parce que dans une des enquêtes que j'ai vues, que je vous ai triées, donc je vous ai fait un package d'enquêtes. Vous êtes des spécialistes de la formation, donc vous les avez sûrement déjà, mais au cas où. Voilà, et donc ils disent que l'anglais, c'est pas toujours suffisamment acquis dans un certain nombre de disciplines des sciences humaines et sociales, donc c'était un petit clin d'œil. Mais surtout, ce qui m'importait là, c'était de voir que voilà, le management de son parcours ou de sa carrière, c'est quelque chose qui est d'abord conduit par la personne elle-même, ce qui nécessite de l'anticipation, que ça veut dire qu'on se fixe des objectifs et qu'on va développer des stratégies. Et tout le travail qu'on fait d'accompagnement avec les doctorants, c'est de dire, voilà, quel est votre projet, comment vous voulez vous y prendre, avec qui vous avez envie de travailler et comment vous allez rencontrer ces personnes. Donc l'idée, c'était aussi de vous renvoyer cette question. Alors, que faites-vous, vous, en tant qu'acteur, en tant que personne,
Que faites-vous, que faisons-nous, nous, en tant qu'université, pour vous donner des formations ou proposer des accompagnements? Et puis, que font les décideurs, encore une fois? Donc, par exemple, les décideurs, ils ont inscrit dans la loi que les doctorants doivent suivre des formations en équilibre, formation scientifique et formation professionnelle. Alors, penser son projet professionnel, c'est aussi une question de connaissance. Ce qu'on constate, c'est que souvent les docteurs ou les doctorants, quand ils ne sont pas déjà des professionnels, ben, ils ont une connaissance relativement allez, comment je vais dire ça, réduite du marché. Quand je dis ça, je dis qu'ils n'ont pas forcément la connaissance des entreprises ni des secteurs d'activité où ils pourraient agir. Et du coup, ils n'osent pas avoir des projets ambitieux, y compris dans l'académie d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je vous ai mis une figure là où vous voyez évidemment absolument rien, hein, qui est dans une enquête d'Adobe Talent Management, qui est un cabinet de recrutement spécifique, docteurs, toutes disciplines confondues, qui a été monté par 2 docteurs de l'UPMC, un en neurosciences et une en biologie, qui ont monté un cabinet de recrutement qui marche très très bien, auprès duquel vous pouvez vous adresser. Et donc ils ont fait plusieurs enquêtes, et là j'ai pris les chiffres des sciences humaines et sociales, enfin des sciences sociales, et après il y a les sciences humaines, où on voit que globalement il y a voilà, 66% des gens qui restent dans le secteur public, mais quand même presque 20% qui rentrent dans les entreprises et 15% dans les collectivités territoriales, le secteur privé et le secteur privé à but non lucratif. Donc là, on voit des noms de secteurs, le conseil, les fonctions support, le top management, donc des idées hein, pour inscrire vos projets. Voilà. Alors, autre point très important pour les docteurs, parce qu'on sait que l'emploi des docteurs, il se fait presque uniquement par le réseau, c'est que si on reste sur les annonces, c'est le top de l'iceberg, hein, c'est la partie émergée, c'est à peine 20%. Et que, en fait, ben, si on se contente de lire les annonces ou de chercher des annonces où il y a marqué docteur ou qui correspondent plus ou moins à vos spécificités, ben, vous passez à côté de 80% du marché de l'emploi qui vous correspond. Donc c'est très important. Donc le marché visible, c'est les offres publiées. Le marché caché, c'est des postes qui sont créés mais qui ne sont pas publiés pour tout un tas de raisons, y compris économiques. Et puis le marché potentiel, c'est les postes que vous allez créer en apportant une proposition de service. Donc on a au muséum l'autre jour, j'ai rencontré des jeunes femmes qui sont anthropologues et qui ont décidé de monter une entreprise de conseil autour de l'impact des grands projets de développement sur les populations. Vous les connaissez? Non, vous les connaissez, non? Anthropolinks. Hein, voilà. Donc elles partent en Afrique et puis elles agissent auprès des populations pour savoir comment ces populations vont être impactées par des grands projets d'infrastructure ou autres. Et elles font un très très joli travail. Donc elles se sont constituées en entreprise parce que c'était le seul moyen pour elles d'exercer leur contribution au monde telle qu'elles l'entendaient. Donc j'ai plein d'exemples comme ça de création de postes ou d'entreprises. Hein. Ce n'est pas forcément de la création d'entreprises, on peut créer les postes aussi. Voilà. Et puis, surtout et avant tout, la connaissance de soi. Et ça, c'est aussi un point très important qui manque souvent, parce qu'on ne prend pas le temps, parce que ce n'est pas dans la culture, parce que voilà, dans notre système scolaire, on n'a pas forcément été éduqué à être dans la réflexivité, à avoir une vision un peu objective de tout ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait, par contre, nous, en tant qu'accompagnants, formateurs de doctorants, sur ces aspects, alors on appelle plus ça l'insertion professionnelle, de développement professionnel, c'est que les docteurs se sous-estiment toujours. Hein, voilà. Donc c'est très important d'être au clair, il ne faut pas se surestimer parce qu'on a un doctorat, mais enfin en France il y a peu de chance. Il ne faut pas se sous-estimer non plus parce que du coup on ne met pas en avant ses compétences. Et tout le travail qu'on fait dans ces formations et dans ces entretiens individuels d'accompagnement, c'est de vous apprendre à formaliser les compétences et les mettre en avant, de les présenter de telle manière que votre projet soit crédible et que surtout vous déclenchiez l'enthousiasme. Voilà. Donc notre objectif, c'est que quand vous rencontrez un recruteur, il se dit « Ah, enfin, ça y est, j'ai trouvé celui ou celle que je veux ». Et ça fonctionne bien, en fait. Voilà. Et puis, il y a le non négociable, c'est-à-dire que vous pouvez décider que ça, non, vous n'accepterez jamais, et vous partez de là, et puis vous construisez le projet si c'est très important pour vous.
Le non négociable, ça peut être la localisation. Je ne pars pas à l'étranger, je ne fais pas de postdoc aux États-Unis dans nos disciplines, par exemple. Mais on construit le projet autour de ça. Donc là, vous voyez à nouveau les questions. Qu'est-ce qu'on fait pour développer cette connaissance du marché, cette connaissance des secteurs d'activité, cette connaissance des lieux et des organisations dans lesquelles vous pourriez apporter quelque chose de tout à fait important, et comment on fait dans l'université, comment Alain fait aujourd'hui pour vous faire réfléchir à ces questions. Et donc le projet, c'est aussi bien sûr une question de compétences, mais moi je trouve qu'il y a trop de gens qui disent alors les docteurs, ils ont des compétences comme ça, donc ils peuvent faire ça. Et moi, je ne pars pas comme ça. Moi, je dis, le docteur, il a envie de contribuer au monde, et du coup, de quelles compétences il a besoin, c'est une autre façon de prendre le problème. Et ça permet de développer après d'autres compétences que celles que vous avez développées pendant le doctorat. Et de toute façon, en général, vous en avez plein d'autres dont vous ne parlez pas, qui sont en lien avec des activités extra-universitaires, des engagements politiques, des engagements associatifs, où il y a vraiment un grand niveau de compétences développées et qu'on voit rarement. Donc là, j'ai remis deux points importants. Les compétences sont toujours liées à l'action. Donc il faut être capable de parler des situations dans lesquelles vous les avez développées. Et puis, elles résultent d'une combinaison extrêmement complexe. Donc vous savez peut-être déjà tout ça, mais souvent on oublie. Donc il y a la connaissance, c'est une chose. Il y a tout un tas de savoir-faire divers, l'attitude, le comportement, les capacités, et puis après votre style. Chez Claude parle du style, c'est-à-dire la façon que vous avez, vous, en tant que personne unique, d'aborder le travail et de le mettre en œuvre, qui, même si vous avez le même diplôme que le voisin, n'aura absolument rien à voir. Et donc, c'est aussi ça qu'on défend dans la préparation des entretiens. Bon, je vais un peu vite. Alors, autre point extrêmement important que les recruteurs nous renvoient systématiquement, eux, ils cherchent des gens qui vont les aider à résoudre des problèmes. Alors, ça peut être l'université, ça peut être le CNRS, ces problèmes au sens large. Et du coup, ils se fondent sur un pari en disant, si il a réussi à faire telle et telle chose à tel endroit, il va peut-être le faire chez moi. Et du coup, le rôle dans les entretiens de recrutement, et c'est ça qui est aussi très très important, c'est que votre rôle, c'est de rassurer la personne en face de vous. Et ça, c'est valable aussi pour les gens en poste senior. On est tous dans la même logique à ce niveau-là. Et donc, d'expliquer à la personne que vous avez bien compris son besoin, que vous avez des idées sur la façon de résoudre son problème, et que surtout, vous avez des compétences qui vont bien pour le faire. Voilà, donc là, je vous ai fait des captures d'écran, des enquêtes docteurs que je vous ai sélectionnées, où on lit des choses sur le degré de satisfaction, les salaires, la façon de trouver l'emploi, les évolutions dans l'emploi après 4 ou 5 ans, les répartitions par discipline, les répartitions par genre, les contrats de travail, CDD, CDI, etc. C'est extrêmement dense comme information, donc je ne pouvais pas vous extraire des choses spécifiques, mais si ça vous intéresse, j'enverrai à Alain tous les PDF que je vous ai préparé un petit dossier. Voilà. Et dans l'enquête Career, celle-là, faite par Adoc, ils ont fait une étude linguistique de comparaison du vocabulaire des recruteurs et des docteurs, et en vous disant, attention, là, quand vous parlez de ça, eux, ils parlent d'autre chose, et donc d'arriver à se retrouver sur le vocabulaire. Bon, au final, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, là, je vous mentionne ça parce que c'est une enquête sur les compétences des chercheurs. Donc, si vous avez décidé de rester dans l'académique, dans le public ou dans le privé, mais dans la recherche, Deloitte et l'APEC ont fait une enquête. Vous avez les compétences des jeunes chercheurs, vous avez après les compétences des chercheurs seniors, et les petites étoiles que vous voyez, ou pas d'ailleurs, elles ne sont pas sorties, elles étaient rouges, mais dans l'enquête on les voit, c'est les compétences à 2020, c'est-à-dire que vous pouvez vous projeter pour les 4 ou 5 ans à venir. Voilà, si vous êtes un chercheur qui a les compétences qui sont inscrites là, vous avez toutes les chances d'être tout à fait désirable sur le marché et de faire des propositions intéressantes. Alors, la suite d'Adoc, c'est de dire, voilà, les docteurs, ils ont un background très important. Alors, ils font des catégories de compétences. Bon, sur le plan théorique, ça, c'est des praticiens du recrutement, donc on n'est pas forcément d'accord
dans la finesse des catégories de compétences, mais l'idée c'est ça. Vous avez des compétences techniques, vous avez des compétences qu'ils appellent méta, c'est apprendre à apprendre, savoir prendre de la hauteur, les compétences transverses, communication, présentation, etc. Alors, ce qu'ils continuent à appeler le savoir-être, mais nous, dans le labo, le savoir-être est banni, donc c'est les comportements, les attitudes. Et tout ça, eh ben, en choisissant les blocs de compétences qui vous sont nécessaires, ça va vous permettre d'aller exercer votre activité dans n'importe quel type de métier. Voilà. Y compris, bien sûr, l'académique. Alors pour finir, ben voilà, le projet professionnel, c'est aussi une question de posture, c'est-à-dire qu'il va falloir anticiper, on l'a vu, il faut se connaître, on l'a vu, il faut être curieux. Hein, souvent, il y a des postes dans des endroits complètement cachés où vous n'auriez jamais pensé. Il y a 10 ans, quand on disait aux sociologues qu'il y avait des postes chez Orange, sauf ceux qui avaient été mis en contact avec des encadrants qui le savaient, voilà, on regardait avec des yeux bizarres. Quand on dit aux biologistes qu'il y a des postes pour les biologistes chez Areva, ils me regardent comme ça, mais il y a. Voilà, donc il faut être curieux, il faut regarder où sont les choses un peu originales, un peu décalées. La réflexivité, c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez dans notre éducation française, je trouve. Ben voilà, prendre la situation de thèse. Moi, j'étais émerveillée de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Hein, pour moi, c'est... Donc, biologiste à l'origine, hein, maintenant en sciences humaines et sociales, je vous ai écouté construire vos sujets, vos problématiques, votre méthodo, les compétences, elles sont là, il faut juste apprendre à les regarder et se dire, mince, voilà, j'ai fait tout ça, et ça peut servir quelque part, parce que ben, voilà, j'ai l'ambition de contribuer à un problème du monde et que j'ai la capacité d'être créatif et de contribuer à l'innovation. Donc là, je vais vous donner des résultats rapidement. Hein, alors, on a contacté 6 personnes, j'ai eu 3 réponses parce que les autres n'étaient pas disponibles. Et donc, vos 3 collègues qui ont tous fait un doctorat en sciences de l'infocom m'ont confié un certain nombre de choses. Donc, dans les questions que je leur avais posées, il y avait qui êtes-vous, quel est votre parcours? La deuxième question, c'était en quoi vous pensez, si vous pensez que la formation doctorale a une valeur ajoutée pour vous, et puis quels conseils vous donneriez à vos collègues. Voilà. Donc ils étaient très très contents de participer. Donc ils ont dit, il faut leur dire, hein, voilà, ils ont bien fait de s'engager en doctorat, c'est super. Même si parfois on a des doutes, il faut continuer, c'est très important. Donc on a alors c'est intéressant aussi pour la diversité, on a une collègue qui est maître de conférence, mais sur un contrat. On en a une deuxième qui est maître de conférence, mais recrutée titulaire. Et puis on a un professionnel en entreprise. Et alors si, voilà, j'ai extrait hein, de tout ce qu'ils m'ont dit, les grandes idées. Donc ils parlent tous de ce fil rouge dont on prend conscience, hein, le fil rouge qui tire la totalité du parcours, dont on prend conscience plus ou moins rapidement, et avec des étapes où on va le renforcer, on va le tisser de façon plus solide. Et la maître de conférence titulaire, qui a fait tout ce parcours dans le théâtre et le cinéma, elle dit très joliment comment le fait d'avoir fait une thèse sur son parcours, ça lui a permis de renforcer ce fil. Et à travers ce qu'ils ont dit, donc les compétences que vous retrouverez dans les enquêtes, hein, donc les compétences scientifiques, savoir poser sa problématique, lire, comprendre, s'approprier la littérature, je pense qu'aujourd'hui on a eu une démonstration magnifique de tout ça. Fidéliser, présenter son terrain, on a entendu aussi aujourd'hui, hein. Respecter les normes du milieu, alors ça c'est une mise en garde. Quelqu'un qui m'a dit, à mon époque, on ne nous expliquait pas l'importance de la pression de publication. Aujourd'hui, elle est très 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 importante, donc il faut qu'ils sachent absolument, et il y a des endroits où on ne leur dit pas suffisamment selon lui. Voilà, il faut qu'ils sachent combien c'est important de publier, rédiger le manuscrit de thèse, mais aussi avoir des publications dans les bonnes revues, avec l'impact factor qu'il faut, voilà, de telle façon qu'ils puissent se présenter rapidement au processus de qualification.